Merci Monsieur le Président, chers amis, je suis ravi d'être parmi vous ici à Sfax. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui de la pneumopathie interstitielle associée à la polyarthrite rhumatoïde. Comme vous le savez, ces dernières années, on trouve et on s'intéresse beaucoup au rôle de poumon au cours de la polyarthrite rhumatoïde, non seulement comme une manifestation extra-articulaire, mais surtout comme site d'activation de la réponse immune et d'initiation de la maladie. D'ailleurs, un récent article qui a parlé de la présence des peptides vimentines citrullinées identiques sur des biopsies de poumons et des synoviales chez des patients porteurs de polyarthrite rhumatoïde récente. Alors, sachez très bien que la pneumopathie interstitielle au cours de la polyarthrite rhumatoïde, elle est assez fréquente et c'est parmi les manifestations respiratoires les plus fréquentes. Elle est en général asymptomatique et la prévalence, elle va dépendre de plusieurs paramètres, de la méthode de détection. Est-ce qu'on va se fier juste sur la clinique, sur la radiographie ou la demande des examens complémentaires, notamment la tomodensitométrie, selon le cohorte étudié, tout en sachant qu'il y a des études récentes qui ont montré la prévalence de cette pneumopathie qui est assez fréquente. Elle peut aller jusqu'à 27 à 50% des cas selon la méthode utilisée pour détecter cette pneumopathie. Donc sachez très bien que la pneumopathie interstitielle, elle est assez fréquente si on va la chercher, puisqu'en général, c'est une maladie, c'est une manifestation asymptomatique. Donc on a un problème de diagnostic positif, mais surtout d'ordre thérapeutique, qu'on va essayer de le voir ensemble. Là, je ne veux pas m'attarder beaucoup parce que la physiopathogénie, elle est encore mal élucidée concernant la pneumopathie interstitielle associée à la polyarthrite rhumatoïde. Sachez très bien qu'il y a un typage HLA bien particulier, notamment le B54, quand il est associé chez quelqu'un qui est tabagique, ça va augmenter la citronnisation des protéines au sein des poumons, chose qui n'est pas vu chez un patient qui est porteur, par exemple, d'un HLA-DRB1, qui est plus vers la polyarthrite rhumatoïde sans atteinte interstitielle. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comme vous voyez en haut, l'épithélial pulmonaire va être endommagé par la cigarette et l'association de la production d'anticorps et cet endommagement va donner une réaction auto-immune locale et vous voyez très bien qu'il va y avoir un relargage des cytokines pro-inflammatoires et ceci va entraîner une différenciation avec une prolifération de fibroblastes qui vont être à l'origine de cette physiopathogénie de la pneumopathie interstitielle. La même chose, elle peut être vue au sein du tissu fibroblastique synovial dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Ça reste quand même une suggestion. Donc, retenez bien ce système, c'est ce qu'on appelle le système BALT. Pourquoi on parle du système BALT? En fait, sachez que le lymphocyte B, ça se trouve au niveau de la sous-muqueuse. Ils peuvent s'organiser en tissu lymphoïde et ils vont produire localement des auto-anticorps avec des phénomènes de switch. Et c'est comme ça qu'on peut avoir ce système BALT, c'est-à-dire induced bronchus associated lymphotissus, c'est-à-dire aux alentours de la bronchiole, et cette production d'auto-anticorps. Ce système BALT, il était nettement plus fréquent chez les patients qui ont de pneumopathie interstitielle associée à la polyarthrite rhumatoïde, contrairement aux pneumopathies interstitielles dites idiopathiques. Alors là, juste ce papier pour illustrer la fréquence et la mise en évidence du système IBALT chez les malades qui ont une pneumopathie interstitielle associée à la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je passe sur l'immunopathologie juste pour vous dire qu'il y a des follicules péribronchiolaires avec surtout la présence d'une façon très importante de lymphocytes de type CD20. Et là, ça nous donne une idée sur l'utilisation de certains médicaments, notamment un traitement biologique, les anti-CD20 et leur intérêt au cours de pneumopathie interstitielle associée au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs manifestations respiratoires au cours de la polyarthrite rhumatoïde. On va s'intéresser surtout à l'atteinte interstitielle, mais ça peut toucher les vaisseaux, les plèvres, etc. Ça peut être aussi, on va avoir des manifestations iatrogéniques. Et donc, on va commencer par cette vignette clinique. Donc, dans notre pratique, c'est très fréquent
de voir une atteinte respiratoire au cours de la polarité rhumatoïde. Là, c'est la vignette clinique la plus classique. Donc, vous avez une patiente qui est suivie pour la polarité rhumatoïde, facteur rhumatoïde positif, anti-CCP positif. Elle se plaint d'une toux sèche, une dyspnée, et là, vous réalisez la radiothorax. Voilà, il n'y a pas photo, un aspect en verre dépoli de base en faveur d'une pneumopathie interstitielle diffuse. C'est assez fréquent dans notre pratique. Alors, on va commencer par voir quelques cas qu'on a vécu dans le service. Donc, une patiente qui a 69 ans, hypertendue diabétique, qui est suivie pour polarité rhumatoïde déformante et destructrice. Elle est fortement positive pour le facteur rhumatoïde et elle avait une intolérance au méthotrexate. Donc, elle a été mise sous Arava pendant 20 ans, qui a été récemment pour des perturbations du profil tensionnel. Et donc, depuis, elle se plaint d'une dyspnée assez forte, avec des crépitants au niveau de base. Et là, on réalise la radiographie de thorax. Comme vous voyez, il y a un syndrome interstitiel diffus au niveau de base. On réalise l'épreuve fonctionnelle respiratoire qui va révéler un déficit ventilatoire restrictif. Malheureusement, on n'a pas la DLCO. Ça fait 5 ans qu'elle est en panne, comme d'habitude, dans notre hôpital. Et vous allez voir que la DLCO, elle est très importante pour évaluer l'atteinte respiratoire chez ces malades-là. On réalise la TDM thoracique et là, on met en évidence la pneumopathie interstitielle depuis PINS, c'est-à-dire interstitielle non spécifique, avec la présence de nodules rhumatoïdes et surtout des lésions plutôt inflammatoires. Donc, on va voir le pneumologue, l'indication d'une corticothérapie avec une très bonne évolution sous traitement par corticoïdes. Et pour le traitement de l'APR, on avait envisagé, et bien sûr avec concertation avec les pneumologues, de la traiter par rituximab. Deuxième cas de figure, donc cette patiente PR positive avec des anticorps nucléaires négatifs, sous métaux depuis 3 ans. Elle avait présenté une intolérance au méthotrexate, pas de symptomatologie pulmonaire, et on fait une radiothorax systématique, on va trouver un syndrome interstitiel, donc asymptomatique. Voilà, regardez ce qu'il y a sur la radio. Donc, on réalise l'EFR déficit ventilatoire restrictif. La TDM thoracique en 2017, c'était une pneumopathie fibrosante du tube EUP. On va voir la différence entre les PINS et l'EUP, c'est-à-dire la pneumopathie commune. Et on va avoir les pneumologues, bien sûr, tous les pneumos à pneumopathie interstitielle, faire très attention, arrêter tout de suite le méthotrexate. On va voir est-ce que c'est raisonnable ou non de prendre cet avis-là. Alors, troisième cas, donc une dame tout sèche, chronique, TDM thoracique, donc pneumopathie interstitielle de type pneumopathie organisée. Donc regardez sur le scanner, c'est un autre type de pneumopathie interstitielle. Elle répond très bien à la corticothérapie 0,5 mg kg et vous voyez l'évolution se fait vers un nettoyage radiologique assez typique. En 2015, elle va présenter une polartrite, c'est-à-dire là, c'est la manifestation pulmonaire qui a précédé l'atteinte, bien sûr, articulaire. Donc, en 2015, elle développe une polartrite distale symétrique avec une CRPA 11, faiblement positif pour le facteur rhumatoïde. Et la TDM thoracique de contrôle va montrer le nettoyage radiologique avec persistance quelques places de condensation. L'EFR va montrer un déficit ventilatoire restrictif modéré avec atteinte à l'échangeur pulmonaire. La DLCO est à 40%, donc un déficit très bien de la capacité de diffusion de monoxyde de carbone. Et la patiente, malheureusement, elle a été perdue de vue, mais elle n'a jamais été mise sous méthotrexate. Alors, donc on avait vu, on a un problème de diagnostic surtout positif, mais il faut savoir que ces pneumopathies sont tellement, c'est-à-dire c'est un ensemble de manifestations très hétérogènes, et donc il faut savoir les classer. Et donc, il faut savoir que cette classification, elle a beaucoup évolué, et on parlait d'une classification anatomopathologique en 1969 pour passer à une classification anatomoclinique en 2002, et actuellement, depuis 2013, il y a ce qu'on appelle la classification clinique qui est la plus adaptée par toutes les sociétés. Et là, ce que vous voyez ici, tous les patterns qui sont soulignés en rouge caractérisent très bien ce qu'on voit au cours de la pneumopathie interstitielle, c'est-à-dire associée à la polarité rhumatoïde, donc la fibrose pulmonaire idiopathique, la pneumopathie interstitielle non spécifique, la pneumopathie interstitielle desquamative, cryptogénique, et c'est ce qu'on appelle le DAD ou pneumopathie interstitielle aiguë. Alors, sur le plan épidémiologique, c'est une association qui est plus fréquente chez l'homme. Elle touche en général l'homme de la cinquantaine à la soixantaine, surtout
âge avancé, chez les fumeurs, donc le tabac il y est pour quelque chose, et un taux élevé en général, c'est des polarité rhumatoïdes qui sont séropositives. Donc il faut distinguer deux formes, les PINS et les UEP, ou le pneumopathie commune. Pourquoi? Parce qu'on va voir sur le plan clinique, ce n'est pas la même chose, mais surtout, ils ont un problème, surtout il y a la différence pour le pronostic. Donc les PINS sont moins fréquents, c'est les pneumopathies chroniques malheureusement qui sont plus graves et sont les plus fréquentes. Là, je vous montre sur ce papier la survie et la différence de survie entre pneumopathie interstitielle, c'est-à-dire non spécifique, et les pneumopathies communes. Regardez, il n'y a pas photo, bien sûr, la survie elle est nettement meilleure pour les PINS. Donc là, pour faire la différence, comme je l'avais dit, en général, ces pneumopathies sont asymptomatiques. La prévalence, elle va aller jusqu'à 30 à 35% si jamais on va explorer à l'aide de scanners de haute résolution. Et sur le plan présentation et dénomination, vous voyez, pour les pneumopathies organisées et PINS, ça évolue surtout sur le mode aigu. Par contre, pour les PINS et les UEP, ça évolue sur le mode subaigu et chronique. Et donc là, pour les pneumopathies interstitielles de type PINS, donc regardez, il y a des caractéristiques radiologiques, surtout l'image en verre dépoli. Quand vous voyez des images en verre dépoli, sachez très bien qu'on est encore à la phase inflammatoire, donc c'est très corticosensible, donc c'est de bons pronostics, et malgré qu'il existe des réticulations septales, contrairement aux pneumopathies chroniques indifférenciées, c'est des pneumopathies interstitielles communes, donc on va avoir des rayons de miel, des lésions en rayons de miel qui caractérisent plutôt la fibrose, et c'est là qui plaide en faveur de quelque chose de grave et de corticorésistant. Donc là, pour faire la différence entre les deux, pour les PINS, il y a encore l'infiltrat inflammatoire, donc c'est plus corticosensible. Contrairement à l'EEP, il y a plus le foyer fibroblastique et la fibrose mutilante, donc c'est moins corticosensible. Un autre type de pneumopathie interstitielle qu'on peut rencontrer au cours de la polarité rhumatoïde, c'est la pneumopathie organisée. Donc elle va se manifester par une dyspnée, une toux, parfois une petite fièvre. Et vous réalisez la radiographie, vous allez avoir une opacité alvéolaire basale multifocale migratrice, mais surtout au scanner, que vous regardez la condensation pulmonaire avec cette image en verre dépoli et surtout l'image spécifique en lagon qui caractérise cette pneumopathie organisée. Sachez très bien que c'est de bons pronostics quand c'est bien pris en charge. Le traitement, c'est des corticoïdes, c'est très corticosensible. On peut aller jusqu'à 0,75 mg/kg et certains auteurs associent d'une façon systématique des antibiotiques. Pour le tableau de DAD, il n'est pas très fréquent. C'est une présentation clinique non spécifique avec une dyspnée, un syndrome fébrile, des myalgies, et l'hypoxémie, elle est parfois sévère avec un syndrome de déstress respiratoire aigu. Et sur le plan imagerie, on va voir des opacités parenchymateuses diffuses. Alors, pour résumer, quel est le profil des malades qui vont présenter de pneumopathie interstitielle au cours de la polarité rhumatoïde? C'est surtout l'âge avancé, il est tabagique, c'est des polarités rhumatoïdes assez anciennes, donc de données rhumatoïdes, un taux élevé de facteurs rhumatoïdes et surtout la présence des anticorps antipeptides citrulinés. Alors, dans notre pratique, on a trois cas de figure. Soit on a un patient qui est suivi par la polarité rhumatoïde et qui va développer la pneumopathie interstitielle au cours du suivi. Dans de rares cas, et ça on le voit avec les pneumologues, ils commencent à nous envoyer des patients qui vont faire des pneumopathies interstitielles et dans 15 à 17% de cas vont bien sûr faire leur polarité rhumatoïde. Après, sinon en général, le diagnostic est fait d'une façon concomitante, polarité rhumatoïde et pneumopathie interstitielle. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire sur le plan exploration? De première intention, devant toute polarité rhumatoïde, bien sûr, on va faire la radiothorax. Et donc, on va faire aussi l'EFR, l'épreuve fonctionnelle respiratoire, qui va montrer une baisse de la capacité ventilatoire au-dessous de 80 de la valeur prédite, une baisse de la DSCO au-dessous de 75%, une baisse de la saturation en oxygène à l'exercice. Bien sûr, cette épreuve fonctionnelle respiratoire doit être faite systématiquement chez tout malade ayant une polarité rhumatoïde pour apprécier l'évolution, si jamais elle existait, d'une pneumopathie interstitielle.
interstitielle diffuse qui est plus sensible que la clinique ou le scanner. Donc, sachez très bien que le prof fonctionnel respiratoire et le DLSO sont des explorations qui sont très importantes pour cette atteinte. Alors, sur le plan exploration, donc, la TDM thoracique, elle est utile pour le diagnostic positif. Donc, comme on avait vu, il y a différentes patterns, différentes formes cliniques donc, pour le diagnostic. Elle va permettre d'évaluer la réversibilité des lésions et l'efficacité du traitement, et surtout quand elles sont encore fraîches, et c'est très corticosensible, et surtout de dépister les complications. La TDM thoracique, quand on va l'indiquer? Est-ce qu'on va la faire systématiquement quand on a des signes, bien sûr, cliniques, symptomatiques, respiratoires? Quand il y a une anomalie, bien sûr, dès le début, nous, on fait une radiothorax systématique quand il y a des anomalies à la radiographie simple, et quand il y a des anomalies à l'épreuve fonctionnelle respiratoire, et surtout quand la DSO montre c'est-à-dire une diminution de plus de 70% de la capacité. Regardez très bien, retenez que le rayon de miel en faveur de la pneumopathie commune et le verre de Pauli en faveur de Pins. Alors, pour le lavage broncho-alvéolaire, il est utile certainement, mais plutôt pour éliminer une pneumopathie médicamenteuse, infectieuse et exceptionnellement tumorale. Et ça va démontrer surtout une alvéolite à prédominance neutrophile non spécifique. Donc là, en pratique, nous, dans notre pratique, on a la polartotomatorie. Si jamais le malade il a des signes respiratoires, donc radiothorax, EFR, TDM, LVA. Si jamais il n'a pas de signes respiratoires, certainement, il faut faire la radiothorax et le prof fonctionnel respiratoire. S'il y a des anomalies, bien sûr, on va passer et faire le scanner, sinon, bien sûr, le LVA, etc. Sinon, on va, bien sûr, suivre le malade. Alors, le diagnostic, donc, il va se baser sur des arguments cliniques, paracliniques et selon le contexte. Donc, le diagnostic de cette pneumopathie interstitielle, il est avéré. Ça dépend de la clinique, le prof fonctionnel respiratoire et la présence, bien sûr, des signes à l'imagerie, notamment par le scanner. Le diagnostic reste possible si jamais le malade est asymptomatique, la radiothorax, elle n'a rien montré, mais si jamais on va trouver quelques signes au niveau de l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Donc, le diagnostic, ça va se faire en concertation entre le rhumato, le pneumologue et le radiologue. Alors, comment on va planifier cette prise en charge? Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire de cette pneumopathie interstitielle et surtout de la polartotomatorie associée. Donc vous allez voir qu'on va avoir pas mal de difficultés thérapeutiques. Donc, il faut toujours prendre l'avis de pneumologue pour ce genre de pathologie et on va se poser beaucoup de questions. Alors, quand traiter cette pneumopathie interstitielle et comment traiter? Donc, sachez très bien, comme on avait dit tout à l'heure, les pneumopathies sont asymptomatiques, donc, mais on va voir qu'il y a des malades qui ont une altération marquée de la fonction respiratoire et une détérioration. Même si le malade, cliniquement, il n'est pas symptomatique, il va présenter par exemple des signes en verre de Pauli à la radiothorax, il faut bien sûr le traiter. Alors, comment on va traiter le poumon, c'est-à-dire l'atteinte interstitielle? Il faut savoir jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude contrôlée qui a essayé de voir l'efficacité de tel ou tel traitement, mais il y a plusieurs molécules qui ont été essayées, à savoir les corticoïdes, le cyclophosphamide, l'azatioprine, la cyclosporine, voire le rituximab, qui commencent à donner beaucoup d'espoir. Dans un second temps, on a la polartotomatoïde qui est associée à cette pneumopathie. Alors, comment on va la traiter? Méthotrexate, c'est ça le problème de controverse, est-ce qu'il faut y aller, il faut faire attention, etc. On va essayer de répondre. Les anti-TNF, malheureusement, d'après plusieurs publications, c'est à éviter. Les anti-L6, ça commence à donner quelques résultats, mais pas de données exactes. Les anti-CD20, c'est là l'espoir, et c'est là on commence à voir beaucoup de cris là-dessus et beaucoup de résultats. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas un traitement spécifique, pas de consensus, aucune étude contrôlée pour retenir le traitement par rapport à un autre. Alors, comment on va traiter cette pneumopathie interstitielle? Mesures générales, arrêt de tabac, oxygénothérapie, vaccination, grippe, pneumocoque, etc. Les corticoïdes, cyclo, azatioprine, les mycophénolac, etc. Cyclosporine, voire rituximab. Donc, les recommandations et les conduites
été extrapolées à partir de celles pour la fibrose pulmonaire idiopathique ou associée à d'autres connectivites, notamment avec la sclérodermie. D'accord? Donc, il n'y a pas un consensus. Alors, on va voir une par une. La corticothérapie, traitement de première ligne, résultat très variable. Surtout, c'est très valable pour les PINS et les pneumopathies organisées, comme on avait vu, utilisées seules ou combinées à d'autres molécules. L'azathioprine, les résultats restent contradictoires, notamment chez les patients qui ont pneumopathie interstitielle diffuse, d'autres connectivites. On a utilisé l'azathioprine ou le MMF. Peu d'effets indésirables, la tolérance elle est comparable, mais la stabilisation des lésions n'est pas vraiment là. Cyclophosphamide peut être utilisé, surtout pour l'pneumopathie commune, qui vraiment, c'est là où la difficulté, c'est-à-dire c'est des formes extensives fibrosantes, rapidement progressives, avec haute activité inflammatoire, mais son efficacité, quand même, reste limitée. Les mycophénonates, on avait remarqué dans certaines études une stabilisation, voire même une amélioration des symptômes respiratoires, des épreuves fonctionnelles respiratoires, avec même une amélioration de certaines images. Cependant, l'efficacité, elle reste faible pour ce médicament-là, pour la polarité rhumatique. Contrairement au rituximab, et là, je vous dis que c'est l'espoir, 4 études observationnelles qui donnent une bonne tolérance, pas d'aggravation, des cas rapportés d'efficacité pour la pneumopathie interstitielle, même diffuse. Cependant, certaines études, comme vous voyez, une étude sur 48 semaines, sur 10 patients traités, mais n'a pas montré beaucoup de résultats. Mais sachez très bien qu'actuellement, il y a pas mal de papiers, il y a pas mal de travaux qui sont en cours et qui ont montré une certaine efficacité et pour l'atteinte interstitielle et pour la polarthrite rhumatoïde. Bien sûr, en cas d'inefficacité thérapeutique, dans certains cas, on va aller carrément vers la transplantation pulmonaire avec cette étude-là, rétrospective après transplantation, 10 patients pour l'arthrite rhumatoïde associée à pneumopathie, avec une fibrose idiopathique. Donc, dans 17 cas de sclérodermie, survie similaire par rapport à la fibrose idiopathique, mais meilleure pour la sclérodermie. Espérons qu'on n'arrive pas à ce stade-là. On va passer à l'atteinte interstitielle de type iatrogène. Et là, on va voir ce cas clinique, donc cette vignette clinique, patient de 60 ans. Patient de 60 ans, il est fumeur, il a un polarthrite rhumatoïde depuis 5 ans, qui développe en quelques jours une dyspnée, en moindre effort, avec des râles crépitants de base. Il est fébrile à 39, saturation basse, et il était sous méthotrexate, 15 mg par semaine. Donc là, la radiothorax, il n'y a pas photo. Vous voyez très bien ces images en vert dépoli, très caractéristique de cette atteinte aiguë. Donc là, vous pensez exactement, vous pensez à l'hétérogénéité, bien sûr, de méthotrexate. Donc là, pour vous montrer, il y a pas mal d'écrits. On a beaucoup incriminé le méthotrexate dans ce genre de pneumopathie et ça peut être même mortel. Il faut faire très attention. Donc, l'hétérogénie pulmonaire de méthotrexate, il n'y a pas de relation dose à durée. La plus fréquente, elle est plus fréquente surtout la première année de l'introduction du méthotrexate. Elle peut être grave, elle est responsable dans certains cas de 13% de mortalité. C'est un tableau de pneumopathie d'hypersensibilité hypoxémiante aiguë fébrile. Elle donne sur le plan LBA une alvéolite lymphocytaire et la radiologie. Comme on avait vu, c'est des lésions en verre de poli. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut faire un suivi radiologique fonctionnel respiratoire régulier des patients sous méthotrexate pour dépister d'une façon précoce les pneumopathies au méthotrexate, oui ou non? Non, certainement. On doit se fier à la clinique. Donc, les facteurs de risque, on doit chercher les facteurs de risque. Donc, chez nous, dans notre pratique, un malade qui a une polarthrite rhumatoïde, sous méthotrexate, il y a des facteurs de risque. Premièrement, c'est des malades qui ont été traités par Didimark, notamment la salazopyrine, des malades qui ont une insuffisance rénale, des malades qui sont hypoalbuminés. Et actuellement, on est en train de dresser certains facteurs de risque pour faire très attention à l'utilisation du méthotrexate chez ces malades-là. Donc, pour le traitement, certainement, il faut arrêter d'emblée le méthotrexate. Oxygénothérapie, la corticothérapie, dose, durée, c'est pas codifié. Ça se fait en fonction de la clinique, en général 1 mg kilo. Regardez très bien, par exemple, avant, là, 2 semaines après, à partir de donc le nettoyage radiologique, mais on peut aller et utiliser carrément le cyclophosphamide, les étropines, et qui ont été efficaces dans certains cas, en cas de résistance aux corticoïdes. Donc pour cette hétérogénéité, pour
vraiment dire que c'est le méthotrexate il est responsable, il faut qu'il précède des symptômes. Il n'y a pas vraiment de contre-indication donc pour dire que le malade il a une pneumopathie interstitielle, allez-y, il faut arrêter le méthotrexate. Non, c'est cas par cas, on va voir, ça dépend du stade évolutif de cette pneumopathie interstitielle. Il faut avoir pour ce cas des valeurs de base pour bien suivre, bien sûr, ce malade-là, le suivi clinique et compléter les examens complémentaires si jamais il y a d'autres symptomatologies. Ne pas, bien sûr, réintroduire l'méthotrexate en cas de pneumopathie interstitielle d'hypersensibilité. Alors, ça reste toujours une question de controverse. Pour la pneumopathie d'hypersensibilité, l'association a été bien établie. Pneumopathie interstitielle aiguë, la prise en charge, elle est codifiée, qu'on avait vu. Il existe des facteurs favorisants dans l'existence d'une pneumopathie interstitielle diffuse avant. Controverse, alors, est-ce que ça aggrave? Est-ce que ça améliore? Ou est-ce qu'elle n'a pas d'effet? Pour répondre à toutes ces questions-là, est-ce que ça aggrave? Il n'y a aucun papier qui a montré que le méthotrexate va aggraver la situation. Donc, pas d'évidence dans la progression d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Là, on va voir que sur ce papier-là, qu'on avait montré qu'il n'y a pas d'argumentation, pas d'augmentation de survenue de pneumopathie interstitielle diffuse sous méthotrexate comparativement aux autres DIMARD. Dans ce papier-là, on va voir est-ce que le méthotrexate vraiment il améliore. Donc, vous voyez cette étude-là, 78 patients qui ont une atteinte interstitielle au cours de la plaque rhumatoïde. 52 cas ont été traités par méthotrexate, 26 par les autres traitements de fond. Et là, comme vous voyez sur le graphique, vous voyez très bien que les malades qui ont été traités par méthotrexate, on avait un meilleur taux de survie, mais il faut faire très attention toujours quand vous essayez d'analyser l'article, essayez de décortiquer qu'est-ce qu'on avait remarqué, que les patients qui ont été mis sous méthotrexate, c'était des patients plus jeunes et l'atteinte pulmonaire n'était pas aussi sévère. Donc, il faut prendre le résultat avec beaucoup de précautions, mais sachez très bien qu'il y a certains qui ont montré que le méthotrexate peut être efficace. Alors, pour résumer, pour cette histoire de méthotrexate, la pneumopathie interstitielle associée à l'APR avérée, le méthotrexate il est contre-indiqué seulement sur la DSCO elle est inférieure à 70%, et quelque chose de très pratique, là, il faut qu'elle rentre dans notre pratique. La TDR, excusez-moi, mais ça sautait là, la TDR va montrer une atteinte interstitielle diffuse, là, c'est une mi-interstitielle très diffuse. Par contre, si la pneumopathie avérée, pneumopathie interstitielle avec polartite rhumatoïde avérée, le méthotrexate, il est autorisé en cas de sujet jeune, en cas de pneumopathie interstitielle diffuse, non grave, c'est-à-dire la forme encore inflammatoire. Et là, dans ce cas, vous avez trouvé la DSCO qui est encore supérieure à 70%. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, avant d'initier dans notre pratique le méthotrexate, il faut bien sûr bien suivre le malade sur le plan clinique. Il faut faire une radiothorax systématique. N'oubliez pas les épreuves fonctionnelles respiratoires. Et bien sûr, aller carrément vers la tomodensitométrie si la DSCO est inférieure à 70% de la valeur prédite. Sur le plan biologique, donc comme j'avais dit tout à l'heure, les anti-TNF, il faut faire très attention. Donc il y a pas mal d'écrits là-dessus. Plusieurs études notent la survenue de l'aggravation de la pneumopathie interstitielle diffuse sous anti-TNF. Et là, cette étude prospective observationnelle, donc de pneumopathie interstitielle associée à la polarite rhumatoïde, regardez que la mortalité, elle est augmentée dans le groupe qui a été traité par des anti-TNF alpha. Donc là, c'est pour vous dire que le risque infectieux il est très important avec les anti-TNF, notamment le risque de tuberculose, vous le savez tous. Là, c'est ce qu'ils disent, l'organisme le CRI, concernant cette atteinte pulmonaire associée. Donc, en cas de bronchopneumopathie ou DDB, il faut faire très attention aux infections pulmonaires. En cas de pathologie interstitielle, qu'est-ce qu'ils disent? Pas d'anti-TNF alpha s'il n'y a pas d'autre option. Au contraire, il faut réaliser l'EFR, la radiothorax tous les 6 mois. Et 6 modifications, il faut demander des examens plus poussés, notamment la tomodensitométrie. Sous traitement, il faut toujours surveiller les signes, notamment les dyspnées, la toux, la présence de râles, l'hypocrétisme digital. Et s'il y a une atteinte ou aggravation au cours de traitement, en cas d'atteinte interstitielle, arrêtez l'anti-TNF. Si encore le malade est encore symptomatique, l'option c'est le rituximab.
Pour le bronchopneumopathie obstructive, il faut bien sûr le sevrage et les traitements de foyers infectieux. Pour le rituximab, on voit cette étude de monocentrique récente conduite sur 10 ans, 52% était stable et 16% amélioration. Donc là, pour montrer l'efficacité de rituximab au cours de la pneumopathie interstitielle associée à la polarité rhumatoïde, regardez avant le traitement par rituximab et après, et surtout si jamais on tombe sur la forme de la pneumopathie interstitielle encore inflammatoire, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de fibrose. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces atteintes interstitielles? Ces atteintes sont souvent asymptomatiques. Intérêt de la réalisation de la tomodensitométrie, bien sûr de haute résolution. Le traitement, malheureusement, il reste empirique, basé sur les immunomodulateurs qui sont déjà utilisés au cours de la polarité rhumatoïde. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'études randomisées prospectives et il faut savoir que les facteurs prédictifs de survenue de cette manifestation, de leur aggravation ou de leur réponse au traitement demeurent inconnus à l'exception du tabagisme. Donc il faut qu'on avance beaucoup plus en matière de prise en charge de cette pneumopathie. Comme l'a dit Sibylla l'année dernière, elle a dit on a fait beaucoup d'efforts dans la prise en charge de la polarité rhumatoïde. Malheureusement, on n'a rien fait pour l'atteinte pulmonaire et qui conditionne le pronostic vital des malades là. Alors, la prise en charge, comme on avait dit, elle va demander l'implication de plusieurs spécialités, le rhumatologue, le pneumologue, le radiologue, mais aussi elle doit se faire selon une planification et surtout ne pas hésiter à demander des examens complémentaires, notamment l'EFR et surtout la tomodensitométrie de haute résolution pour permettre bien sûr de bien faire le diagnostic et bien sûr traiter le malade de façon convenable et éviter l'aggravation de ce pneumopathie. La molécule qui est vraiment très prometteuse, apparemment c'est le rituximab qu'on a vu sur le plan physiopathogénique, apparemment il y a un lien, mais toujours en matière d'atteinte pulmonaire, il ne faut pas hésiter à faire les vaccins, notamment les vaccins anti-grippe, éviter les surinfections bronchiques et ne pas hésiter. Qu'on arrête d'arrêter le méthotrexate chez des malades. Parce que si vous allez faire des tomodensitométries, chez tous les malades, vous allez voir 20 à 30% de malades qui commencent à avoir une pneumopathie interstitielle. Ce n'est pas une contre-indication absolue à l'utilisation du méthotrexate et je vous remercie.